Merci à vous. Eh bien, c'est donc la dernière conférence 2025, mais rassurez-vous, il y en aura 9 autres en 2026. Donc, la règle du jeu, eh bien, c'est de s'inscrire pour ne pas avoir quelques mauvaises surprises. Enfin, bon, on s'arrange entre amis, mais enfin, c'est quand même mieux d'avoir une place réservée. Donc, c'est la règle du jeu, on s'inscrit par mail. Voilà, bienvenue. Eh bien, c'est un grand honneur et un réel plaisir que j'accueille en votre nom Monsieur Jean Audouze, astrophysicien de renommée mondiale, directeur de recherche émérite du CNRS et ancien directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris de 78 à 89. Bienvenue, cher monsieur. Vous avez fait vos premiers pas dans la recherche sous la direction d'Hubert Reeve à la fin des années 60, soutenant un doctorat d'État. Propulsé dans le monde de l'astrophysique un peu par hasard, vous commencez par étudier le cœur des étoiles. Vous consacrez votre vie de chercheur à sonder les invisibles, les trous noirs, la matière noire ou encore l'énergie noire qui peuple l'univers. Alors, vous avez travaillé sur les questions de cosmologie et vous intéressant notamment à la nucléosynthèse primordiale, ainsi qu'à l'évolution chimique des galaxies. Après avoir passé 25 ans à l'Institut d'astrophysique de Paris, un des temples de la science, eh bien, vous voilà appelé au Palais de l'Élysée en 89 pour être conseiller technique du président de la République, conseiller technique chargé de la recherche, la technologie, l'espace et l'environnement. Puis vous êtes nommé de 93 à 96 président de l'établissement public du parc et de la Grande Halle de Veldet, et de 1998 à 2004, directeur du Palais de la Découverte. En 2004, l'UNESCO vous décerne le prix Kalinga, qui couronne une œuvre de diffusion de la culture scientifique, et votre nom figure parmi les lauréats les plus prestigieux, comme Julian Huxley, Georges Gamow, un des théoriciens du Big Bang, Trinh Xian-Tian, quelques années plus tard après vous. Très sensible aux relations entre la science et la culture, vous participez en 2006 à l'organisation d'une exposition sur l'âge d'or de la science arabe à l'Institut du monde arabe. Et en 2010 jusqu'à 2014, vous êtes nommé président de la Commission nationale française de l'UNESCO. Et depuis 2017, eh bien, vous êtes président de l'association Prévenance, apprenons à vivre ensemble, et qui a pour but de développer la culture de la paix dans le système éducatif et de contribuer concrètement à apprendre à vivre ensemble. C'est donc avec impatience que nous vous écouterons, cher monsieur, durant une petite heure, nous parler avec votre sensibilité poétique et votre immense savoir scientifique, eh bien, du cosmos à la vie. Merci infiniment. Et vous aurez à vos côtés Monsieur Rémi Petit comme modérateur, biologiste de l'évolution, directeur de recherche à l'INRAE et de renommée internationale. Et au fil de sa carrière, Monsieur Rémi Petit a exploré une trentaine d'espèces d'arbres, et notamment les chênes, ainsi que quelques autres plantes. Rémi Petit a dirigé de 2011 à 2018 l'UMR Biodiversité, Gènes et Communautés de l'INRAE et de l'Université de Bordeaux, réunissant 120 agents spécialisés dans l'analyse de la biodiversité terrestre. Merci beaucoup, cher Rémi, d'avoir accepté d'assurer le rôle de modérateur. Ainsi, cher public, eh bien, nous voyagerons à la vitesse du son, 300 mètres à la seconde, de l'infiniment grand. De la lumière, monsieur le président. Non, c'est le son, c'est le son. On n'est pas, on voyage par le son, là. Là, on est moins rapide. De l'infiniment grand à l'infiniment petit et de l'inerte au vivant pendant 3600 secondes ou plus peut-être.
Eh bien, maintenant, je laisse la parole, sans plus tarder, à nos deux invités qu'on peut applaudir. Vous prenez un petit risque. Enfin, d'abord, je remercie d'abord Monsieur Albivat, notre président, et qui va nous aider à discuter, à ce que nous discutions ensemble. Donc, je suis très content, mesdames, messieurs. D'abord, je vous salue tous, et je vais partager avec vous, en fait, les quelques petites choses que l'on sait, mais aussi beaucoup d'ignorance. Et donc, nous partageons ensemble à la fois les quelques éléments dont nous disposons concernant l'histoire de l'univers, de notre Terre et de la vie, mais aussi tout ce qui reste à découvrir. Et vous verrez que la quantité de choses qui restent à découvrir est peut-être supérieure à ce que l'on sait déjà. Alors, je vais commencer par vous démontrer c'est ma croyance, à savoir que l'univers, c'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on croit. C'est fait il n'y a que 4 interactions fondamentales. Il y a des structures, il y a pas des structures en nombre infini. On parle des particules élémentaires. Vous savez, c'est comme l'univers, c'est comme une espèce de grosse poupée russe. Alors, vous l'ouvrez, et puis vous allez tomber sur les amas de galaxies. Puis vous l'ouvrez ensuite. C'est quoi une galaxie? C'est un assemblage de quelques centaines de milliards d'étoiles. Comme par exemple notre Voie lactée, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. Puis on va descendre. Les étoiles sont généralement regroupées en amas d'étoiles. Quelques-uns de quelques millions, ce sont les amas globulaires. Quelques autres de quelques milliers, ce sont ce qu'on appelle les amas galactiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans le disque de la galaxie. Et puis on va descendre. Il y a une étoile particulière qui joue un rôle très important pour nous, et surtout aujourd'hui, c'est le Soleil. Alors vous verrez à quel point le Soleil joue un rôle important, à la fois important et modeste, dans l'histoire que je vais essayer de retracer pour vous. Et puis ensuite, nous sommes sur une planète, la troisième à partir de le Mercure étant la plus proche, puis Vénus, et c'est la Terre qu'on rencontre, qui est donc à 150, qui orbite autour du Soleil en une année, en 150 millions, la distance est de 150 millions de kilomètres. Alors il faut savoir que la lumière que vous êtes en train de voir est là 8 minutes. Elle a mis 8 minutes 20 secondes avant donc supposer par exemple qu'il y ait un petit démon qui s'amuse à interrompre la lumière du soleil, eh bien on ne le verrait qu'au bout de 8 minutes et 20 secondes. Simplement pour vous dire que de fait on a l'impression qu'on voit tout dans le présent, mais ce n'est pas vrai. Je suis dans votre passé et vous êtes dans le mien. Pourquoi? Parce que la lumière, votre vision, en particulier pour ceux qui sont au fond de la salle, a mis un certain temps pour parvenir, puisque la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde. Ça paraît très grand. En fait, c'est extrêmement petit pour un certain nombre de problèmes que je vais aborder dans la suite. Bon, la Terre, c'est une planète. Alors, vous savez que sur la Terre, il y a ce qu'on appelle de l'inerte, les roches, l'eau, les océans, et puis il y a le vivant. Alors, Monsieur Petit est un spécialiste des arbres. L'arbre est un être vivant. Et puis il y a évidemment des gens les biologies, en particulier ma collègue qui a écrit le bouquin qui est à partir duquel je vous présente ces choses, eh bien, elle a étudié la vie et le vivant, et évidemment le vivant tel que le nôtre. Et puis maintenant, on va prendre
l'inerte ou le vivant, eh bien, c'est de la matière dite atomique. C'est-à-dire que ce soit ce verre d'eau ou vous, eh bien, on est constitué d'atomes. Alors, les atomes il y en a 92 dans la nature, de différents, depuis l'hydrogène le plus léger, qui se trouve dans cette bouteille d'eau, jusqu'à l'uranium, il n'y en a pas beaucoup dans cette salle. Enfin, il y a des endroits où les centrales nucléaires, il y a de l'uranium. Puis on peut passer par tous les étages. Ce qui est caractéristique du monde vivant, c'est la prédominance du carbone. Le carbone joue dans le vivant le même rôle que le silicium dans les ordinateurs et dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Parce que le carbone et le silicium ont une caractéristique chimique particulière, à savoir qu'ils ont 4 valences, peuvent s'associer avec 4 atomes différents. L'oxygène peut s'associer avec 2, l'hydrogène avec un seul. Et donc, la capacité chimique du carbone et du silicium l'emporte sur celle des autres éléments. Mais la différence entre le vivant et l'inerte, je vous le dirai, c'est une différence de composition chimique. Et puis alors, donc, les atomes, c'est quoi un atome? Un atome, c'est un être bizarre où toute la masse est concentrée dans un volume extrêmement réduit, puisqu'il y a un facteur 100 000 entre le rayon d'un atome et le rayon du noyau qui possède la masse. Donc, vous avez sûrement entendu cette image, à savoir que si je veux représenter un atome, par exemple, je vais mettre une cerise au centre d'un stade de football ou de rugby, et puis les électrons qui tournent autour vont être dans les gradins supérieurs donc il y a un facteur 100 000 dans les dimensions. Donc maintenant, on sait que nous sommes faits de matière atomique. On ne le sait pas véritablement. Enfin, certains philosophes grecs avaient pressentaient ce modèle, mais la preuve expérimentale, elle date du début du XXe siècle. Donc c'est assez récent. Et puis si on décortique les atomes, eh bien on rencontre ce qu'on appelle les particules élémentaires. Une particule élémentaire, c'est-à-dire que quels que soient les efforts, l'énergie que vous leur apportez, vous ne pouvez pas les scinder. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans les choses réduites. Alors, ces structures ont des dimensions caractéristiques. Je vais aller très vite là. Par exemple, un noyau d'atome, c'est 10 puissance moins 13, c'est-à-dire 1000 milliardième de centimètre. C'est pas grand. Alors que tout en haut de l'échelle, vous avez donc des amas de galaxies qui mesurent 10 millions d'années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Alors une année, c'est 30 millions, comme vous le savez tous, 30 millions de secondes. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc vous faites le calcul, vous arrivez à 10 puissance 18, c'est-à-dire un milliard de centimètres, pour vous donner la dimension. Ah oui, ça c'est la caractéristique de notre discipline, c'est qu'on joue avec des grands nombres ou des petits nombres. Voilà. Donc amas de galaxies, galaxies, étoiles, tout ça, je viens de vous en parler. Et donc, par exemple, le noyau d'une comète, pour donner un exemple, c'est quelques kilomètres. Ça, c'est on ne le sait pas non plus depuis très longtemps. On le sait depuis les années 1960. Donc, alors, tout cet ensemble est régi. Il n'y a que 4 interactions différentes dans la nature. C'est pas, il y en a pas 5. Hein, on a cherché à trouver la 5e. Pour le moment, on l'a pas trouvé. Donc il y a 2 forces deux interactions auxquelles vous avez l'habitude, à savoir la gravité, qui fait que vous êtes assis sur vos chaises et vous ne mettez pas vous voyez les cosmonautes dans la
station orbitale qui se mettent à voguer dans le volume de la station orbitale. Non, nous, on est assis sur nos chaises et ça nous coûte un effort pour sauter. Hein. Et l'électromagnétisme, eh ben, c'est la lumière de cette salle, c'est l'ordinateur, c'est-à-dire c'est tout ce qui, c'est effectivement la lumière. Et donc ça, ces deux forces, on les connaît. Les deux autres, on a mis du temps à les découvrir. Il y a ce qu'on appelle la force nucléaire forte, qui assure la cohésion des noyaux d'atomes, qui est très, elle est dite forte parce que son intensité est très élevée, alors que la faible, ben vous avez l'habitude aussi c'est la radioactivité, et vous savez que c'est la lumière, enfin, il y avait une époque où 80% de la lumière française provenait des centrales nucléaires, et les centrales nucléaires, elles fonctionnent sur la radioactivité, puisque sur la fission de l'uranium est régie par l'interaction faible. Alors, ce qui est il y a un point sur lequel je me permets d'insister. On a l'impression que la gravité et l'électromagnétisme sont à peu près de même intensité. C'est un leurre, parce que la gravité est extrêmement faible. L'intensité de la gravité est très faible. Simplement, il y a une seule gravité. Quand on parle d'antiparticules, on parle de antiparticules vis-à-vis de l'électromagnétisme. L'antiproton a la même masse que le proton, mais il a sa charge électrique est négative par rapport à celle du proton qui est positive. Et pourquoi donc l'électromagnétisme semble avoir la même intensité? C'est parce qu'il y a deux électricités, la positive, la négative, et que globalement elles s'annihilent. L'univers serait globalement neutre. Simplement, de temps en temps, on arrive à dissocier et donc avoir de la lumière qui marque cette dissociation. Je vais aller maintenant assez. Alors, ce que je me permets donc d'insister, enfin, je vais un peu insister sur les aspects philosophiques de la chose, à savoir que, curieusement, alors, ce qui est compliqué, c'est le fait que coexistent des longueurs très réduites et des longueurs astronomiques, des masses très réduites et des masses énormes, mais globalement, c'est moins compliqué qu'on ne pense. Alors je vais très vite maintenant pour aller à l'essentiel, à savoir vous décrire l'histoire de l'univers. Enfin, pardon. Ce que l'on croit savoir aujourd'hui. Je suis prudent. Donc, les particules élémentaires, donc ça c'est une découverte. Le fait que les protons et les neutrons qui constituent les noyaux d'atomes sont constitués de particules plus élémentaires, on appelle les quarks, ça date des années 1970. Tout ça est récent. Si en 1960, si j'avais fait une conférence du même type, je n'en aurais pas parlé, parce qu'on les connaît. Alors moi, il y a un mystère, c'est-à-dire que les quarks ont des masses, des charges plus ou moins 2/3 et plus ou moins 1/3. Mais 2/3. 2/3 d'un chiffre, il faut savoir que la charge élémentaire est un nombre réel, c'est-à-dire que 1,6, blablabla, je veux dire, et que ce soit exactement le tiers et les 2/3, pour moi c'est un mystère que j'ai du mal à comprendre. Puis alors, donc vous avez une famille, la famille des particules qui obéissent à l'interaction ou qui sont soumis à l'interaction forte, et puis une famille parallèle qui est soumise à l'interaction faible qu'on appelle les leptons, les électrons, les neutrinos. Alors, rapidement. Hein. Donc voilà, ça c'est on est très content. Mais vous voyez que ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est pas de se rappeler le quark étrange, c'est de savoir que on n'a pas besoin d'un nombre infini de particules élémentaires. Il y en a relativement peu. De même qu'il n'y a que 92 éléments chimiques différents. C'est ça qu'il faut. Enfin, pour moi, ça m'interpelle, à savoir que
On pense que l'univers est compliqué, mais il ne l'est pas il ne l'est pas tant que ça. Donc, ça, je vous l'ai dit, que un atome, c'est un noyau très massif qui possède toute la masse. La différence de masse entre un électron et un proton ou un neutron, c'est 1836. C'est-à-dire que la masse du cortège électronique est négligeable par rapport à la masse des protons. Et puis, donc, je vous ai indiqué qu'il y avait 92 éléments chimiques. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pratiquement toute la matière, comment dire, c'est à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium, le reste, c'est que de l'ordre du millième ou même moins du total des atomes constituant l'univers. Ça veut dire que ces éléments-là, en fait, ces éléments-là, ils ne sont formés que dans les étoiles. Et donc, la nucléosynthèse stellaire, qui est à l'origine de pratiquement tous nos éléments, enfin les éléments de notre vie, carbone, etc., oxygène, et silicium et j'en passe, le fer, etc., eh bien, d'abord, ils ne sont pas si nombreux que ça à l'échelle de l'univers, et deux, je vous démontrerai tout à l'heure que ils sont obligatoirement, ils proviennent de ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire des processus nucléaires qui se passent à l'intérieur des étoiles lorsqu'elles explosent. Donc, lorsque Hubert Rees disait « nous sommes des poussières d'étoiles », alors la réponse, c'est juste, c'est-à-dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Le Soleil n'a pas une masse suffisante pour il ne peut faire que transformer l'hydrogène en hélium. Et puis, accessoirement, dans 6 milliards d'années, il transformera un peu d'hélium en carbone. Mais notre matière à nous, qui provient de tout ce qui s'est passé avant la formation du Soleil, eh bien, provient des générations d'étoiles qui se sont succédées et qui ont donc sont nées et puis ont disparu et en relâchant la matière qui a été manufacturée à leur intérieur, dans leur intérieur. Et cette matière-là, eh bien, donc nous sommes faits de cette matière-là. Donc nous sommes des poussières d'étoiles massives. Pourquoi massives? Parce que les étoiles de grande masse sont les seules à pouvoir faire de la nucléosynthèse. Et deuxièmement, elles ont une durée de vie qui est proportionnelle, inversement proportionnelle au cube de leur masse. C'est-à-dire que une étoile comme le Soleil va durer en gros 10 milliards d'années. Une étoile de 10 fois la masse du Soleil ne durera que 10 millions d'années. Donc, elles font de la nucléosynthèse, mais elles le font rapidement. Donc voilà le schéma d'un atome, un schéma tout à fait faux, puisque je vous ai dit que le rapport entre le centre et la périphérie est d'un facteur 100 000. Bon, je passe ça, si ça vous amuse, bon, le passage d'un proton et à un neutron, c'est la transformation d'un quark up en un quark down. Ça vous intéresse, bien entendu. Alors, vous connaissez tous, parce que c'est dans toutes les classes, dans toutes les écoles, le tableau de Mendeleïev qui montre où se trouvent les différents éléments, les 92 éléments chimiques qui constituent là. Alors il y en a un peu plus, ce sont ce qu'on appelle les super lourds, qui sont fabriqués artificiellement dans des accélérateurs comme le Ganil à côté de Caen. Et sinon, donc il y a 92 éléments, et ces 92 éléments figurent dans ce tableau. Et alors le grand mérite de Mendeleïev, c'est un tableau qui date de la moitié du 19e siècle, c'est qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas tous les éléments. Mais il avait laissé des cases vides, et curieusement, les cases vides se sont remplies au fur et à mesure après la publication de ce tableau des éléments chimiques. Alors, donc, je vous montre simplement le Soleil. Donc, c'est une boule de 700 000 km de rayon.
donc qui se trouve à 150 millions de kilomètres de nous. Et donc, il y a 4,5 milliards d'années, eh bien, le Soleil s'est formé. On imagine un immense nuage de gaz. On peut imaginer qu'il y a eu un événement comme le passage d'une comète ou une explosion d'une étoile adjacente qui a fait que le centre de cette nébuleuse s'est concentré, a donné un objet d'abord dont la température a augmenté parce qu'il s'est concentré sur lui-même. Puis la matière extérieure, c'est comme ça tournait, c'est comme donc c'est mis à former une sorte de disque dont il reste une trace maintenant qu'on appelle le plan de l'écliptique. Les huit planètes ne sont pas distribuées comme ça au hasard autour du Soleil. Elles sont dans un disque, dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et puis vous savez qu'il y a 4 planètes qu'on appelle telluriques qui ont un sol solide, et puis 4 autres, les 4 planètes géantes qui sont à l'extérieur, puis ils sont plus grosses, et donc ils n'ont pas il y a peut-être un sol, mais il est très profond à l'intérieur de la planète. Et puis au milieu, entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes. Il y a une planète avortée, il y a des cailloux, enfin tout un tas d'objets de taille très différente qui donc qui n'ont pas réussi à se coaguler entre eux. Alors, les étoiles, elles, ce diagramme date des années 1910. Donc il y a un Danois, Hertzsprung, et un Américain, Russell, qui ont démontré qu'on pouvait mettre le poids figuratif d'une étoile en fonction de sa luminosité, c'est l'ordonnée, et de sa couleur. Et la couleur est synonyme de la température de sa zone, de sa surface. Alors, il y a les petites étoiles, les étoiles sont généralement froides et sont à droite du diagramme, et les étoiles un peu plus massives, qui donc sont plus lumineuses, se trouvent à gauche de ce diagramme. Alors, vous avez une espèce une raie au milieu, qu'on appelle la séquence principale, alors on a appris plus tard que toutes ces étoiles sont dans le même état par rapport à la nucléosynthèse, c'est-à-dire que elles transforment en leur centre l'hydrogène en hélium. Puis vous avez un autre paquet, attendez, peut-être que je vais utiliser. Excusez-moi. Voilà. Ce paquet-là, on sait on les appelle les géantes rouges, et on sait qu'elles, dans leur centre, eh bien, il y a une température beaucoup plus élevée et qui permet la transformation de l'hydrogène de l'hélium, en carbone, en oxygène, en azote. Donc, c'est le début de la formation des éléments qui nous intéressent, se situe dans ces étoiles géantes rouges. Et puis, donc, voilà. Donc, je vous ai dit que les étoiles s'étaient formées des amas. Là, vous avez l'amas des Pléiades qui est dans la constellation du Taureau à gauche, et puis un amas globulaire qui est un ensemble beaucoup plus important d'étoiles, puis des étoiles qui sont beaucoup plus âgées. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Donc, à gauche, vous avez notre galaxie. Les étoiles ne sont pas distribuées de façon uniforme dans le disque de la galaxie, mais forment des espèces de bras spiraux, un peu comme, vous savez, des tourniquets d'enfants. Et puis, à droite, j'ai représenté, on a classé les galaxies suivant leur forme. Il y a des galaxies spirales comme notre galaxie, la Voie lactée, puis ou la galaxie d'Andromède. Puis vous avez des galaxies qu'on appelle elliptiques, où on ne voit pas de structure comme celle-là, et puis des galaxies dites irrégulières, qui n'ont pas de
les formes que vous voyez ici. Et puis, ça c'est, alors, cette photo, j'aime bien vous la présenter pour deux raisons. Là, vous avez un nombre incalculable d'étoiles, enfin pas incalculable, mais énorme d'étoiles. Chaque petite petite tache, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de milliards d'étoiles. Donc vous faites le compte, il y a beaucoup d'étoiles sur ce cliché. Et d'autre part, c'est une image qui a été prise il y a pas longtemps par le James Webb Space Telescope, c'est-à-dire le télescope spatial de deuxième génération, qui est donc qui a été lancé en Noël 2021 et qui donne des images absolument prodigieuses. Et je vous dirai pourquoi si j'y arrive. Alors, maintenant je vais essayer de vous dire sur quoi on fonde le récit historique que je vais vous présenter. En fait, on n'a pas un nombre incalculable de faits. On a l'expansion de l'univers, que l'on connaît depuis la fin des années 1920 grâce à un prêtre belge, Georges Lemaître, qui a été le premier à démontrer que l'univers pouvait être en expansion, et puis l'américain Edwin Hubble, qui l'a démontré observationnellement. Donc, en deux mots, lorsqu'un objet s'éloigne ou se rapproche de nous avec une certaine vitesse, eh bien son rayonnement, ou bien il bleuit quand il se rapproche de nous, ou bien il rougit quand il s'éloigne. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. En fait, l'effet Doppler, vous pouvez en avoir une idée lorsque vous assistez à une course automobile. Donc, le son des voitures se met à devenir plus aigu à mesure que la voiture se rapproche de vous. Et puis lorsqu'elle s'éloigne, eh bien, le son, au contraire, devient plus grave. Donc, ça, c'est l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler est un effet très important pour les astronomes parce que on mesure, on voit que les différentes galaxies ont des décalages de leur lumière qui va vers le rouge. Et non seulement on observe ça, mais on peut mesurer la distance de ces différentes galaxies et on s'aperçoit, je reviendrai ça tout de suite, puis on met en abscisse la distance. Alors la distance, elle peut être mesurée par plein de manières, mais la bonne manière actuelle, je vous la donne, je vais pas faire un cours de mesure des distances, simplement, il y a une classe particulière d'étoiles qui explose toujours avec la même luminosité, avec la même énergie, qu'on appelle les supernovae de type 1A. Bon. Et donc, ça, on les observe grâce au télescope spatial Hubble, le premier. Et il y a donc, on peut mesurer très précisément la distance de ces galaxies, puisque on connaît la luminosité absolue, c'est-à-dire effective de ces supernovae. On sait que il y a tant d'énergie qui a été libérée au cours de cette explosion, et on peut mesurer leur luminosité, observée. Et il y a donc une règle qui est que, très simple, c'est la différence, enfin, plutôt il y a un facteur qui vous permet de mesurer, en comparant la luminosité effective avec la luminosité que vous percevez, vous avez une mesure de la distance, puisque la luminosité décroît comme le carré de la distance. Donc, on peut mesurer précisément ces dimensions et on s'aperçoit qu'il y a une certaine proportionnalité entre le décalage vers le rouge, c'est-à-dire la vitesse de fuite des galaxies par rapport à nous, et
leur distance. Donc, vous voyez un film où vous voyez que les galaxies ont tendance à s'éloigner de plus en plus vite. Vous tournez le film à l'envers et vous apercevez qu'à un certain moment, eh bien, l'univers était de taille très modeste et les différentes, la matière de l'univers était rassemblée dans un volume très réduit. Donc, c'est ça qui démontre, si vous voulez, l'expansion de l'univers. La deuxième découverte, c'est un rayonnement. Alors, ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est un rayonnement micrométrique qui a une température de 2-3 degrés absolus, c'est-à-dire assez très froid, mais qui correspond à des ondes dont la fréquence est supérieure à celle des ondes radio, mais inférieure à l'infrarouge. Et donc, en 1965, ce rayonnement fossile a été observé de façon fortuite par ceux qui ont eu le prix Nobel pour sa découverte. Et puis, plus tard, à peu près, d'abord 25 ans plus tard, puis pratiquement 30, et puis jusqu'en 2012. Donc alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce rayonnement fossile? Donc c'est une lumière. D'abord, enfin, comme il y avait l'expansion. Donc au tout début de l'histoire, cette lumière était ultraviolette, puis elle est passée visible, infrarouge et maintenant micrométrique. Donc elle a été produite par ce qu'on appelle une transition de phase. L'univers était très dense, très chaud au tout début. Très dense, très chaud, ça veut dire que, par exemple, au bout d'une seconde, il a été de l'ordre du milliard de degrés. Et puis, à 300 000 ans, quand il avait 380 000 ans, il est tombé à une température de à peu près 10 000 Kelvin. Alors, tant que sa température est supérieure à 10 000 Kelvin, enfin, pratiquement, si je vous ai, il y a 273 degrés entre les degrés centigrades et les degrés Kelvin, donc ça change pas grand chose. Simplement, au-dessus de 10 000 Kelvin, la matière est ionisée, c'est-à-dire que les électrons sont libres par rapport aux protons. Ils font la sarabande. Et faisant la sarabande, étant libres, ils ont la capacité d'absorber la lumière et de la réémettre constamment. C'est-à-dire que l'univers est totalement opaque. Et puis, lorsque la température va baisser à une valeur inférieure à 10 000 Kelvin, à ce moment-là, les électrons vont se mettre à tourner gentiment autour des protons, autour des noyaux d'atomes. Et à ce moment-là, ils perdent la propriété d'absorber la lumière et ils la laissent sortir. C'est ce qu'on appelle la période de recombinaison. Alors vous allez me dire, mais et si, parce que c'est ce qu'on appelle une transition de phase. Vous savez que lorsque vous transformez par exemple l'eau en glace liquide ou l'eau en vapeur, il y a une quantité considérable d'énergie qui est absorbée ou qui est au contraire relâchée. Et donc, le passage de ionisé à atomique de la matière formant l'univers a correspondu à une émission considérable d'énergie qu'on appelle ce rayonnement fossile. Alors, juste rapidement, donc, on sait qu'il est parfaitement thermique. Et alors, ce qui est jusqu'au début des années 1990, on croyait qu'il était totalement homogène, isotrope, c'est-à-dire que quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez ce rayonnement, vous obteniez la même intensité. Et puis, il y a eu différentes missions spatiales. Je vous montre juste la dernière, qui est une mission spatiale européenne. C'est le satellite Planck. Et en 2012, on a pu observer, vous voyez, des irrégularités de l'ordre de 300 millièmes, donc assez petites, mais avec, en étudiant la géométrie
la distribution de ces irrégularités, on arrive à reproduire beaucoup de paramètres cosmologiques, comme par exemple, justement, d'abord l'âge de l'univers. L'âge de l'univers a été dû et donné par l'expansion de l'univers, mais aussi je vais vous montrer ce qui est assez important, c'est de savoir quel est le contenu matière-énergie de l'univers. Et ça, alors il faut revenir à le troisième, c'est là-dessus que j'ai travaillé personnellement, avec d'autres bien sûr, c'est la nucléosynthèse primordiale. Quand l'univers est âgé de 1 à 300 à 100 secondes, eh bien, ce qu'on appelle les 3 premières minutes, il y a il y a de l'hydrogène, il y a des protons et des neutrons qui sont capables de se fusionner entre eux pour donner d'abord du deutérium. Le tritium, c'est l'isotope radioactif de l'hydrogène, un proton, deux neutrons, l'hélium 3 et 4 et un peu de lithium 7. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la teneur en deutérium vous permet de mesurer la densité réelle de matière en matière atomique telle que la nôtre. Je vous montre ça dans un... Alors voilà donc les différentes réactions. Et puis donc ça c'est un diagramme important parce que on arrive à savoir, ça c'est les courbes là sont des courbes calculées, et puis vous comparez avec les observations, la teneur en hélium, en deutérium, etc. Et on arrive à un bon accord lorsque la densité de matière sous forme atomique est de l'ordre de quelques pourcents de contenu de matière totale. C'est-à-dire que en fait, l'univers est constitué principalement de matière invisible n'est pas le bon mot, mais qui n'a pas d'interaction électromagnétique avec nous, mais seulement son interaction gravitationnelle. Et puis, en 1998, en étudiant très précisément l'expansion de l'univers grâce à la méthode des supernovae, eh bien, plusieurs chercheurs, c'était un des grands programmes de ce télescope spatial, eh bien, ils ont montré que, à mesure que le temps passait, normalement, en présence de matière, l'expansion de l'univers devait se freiner. Et c'est le contraire qu'on a observé. Ce qui veut dire que non seulement il y a la matière nucléaire est minoritaire par rapport à la matière totale, mais même la matière tout court est minoritaire par rapport à une énergie primordiale qu'on appelle de façon impropre matière sombre. Alors, voilà donc l'âge, maintenant on le connaît avec 3 chiffres significatifs. C'est-à-dire que l'erreur, elle est sur plus ou moins 0,2 milliards d'années, donc c'est quand même une grande prouesse expérimentale. Peut-être qu'on se trompe, mais si on se trompe intelligemment. Et donc, la formule, c'est 70% d'énergie invisible, 27% de matière invisible et 3% de matière nucléaire ou atomique. Alors, la chronologie, pendant la première seconde, les températures sont supérieures au milliard de degrés. Alors, cette première seconde, il se passe énormément de choses. D'abord, les quarks cessent lorsque l'univers a 1 milliardième de seconde, et les quarks vont se fusionner pour devenir des protons ou neutrons. Et puis, il y a une période où la force nucléaire faible et l'électromagnétisme, c'était la même force qu'on appelle l'électron faible. Ça a duré à peu près le premier millionième de seconde. Bon, au bout d'une seconde, vous avez protons, neutrons, électrons, positons et neutrinos, antineutrinos et photons, et c'est tout. Et puis ça va donner la nucléosynthèse primordiale. Et puis donc l'ère radiative où effectivement il y a beaucoup de lumière,
mais cette lumière, elle est totalement absorbée et émise. Donc, globalement, c'est comme une espèce de brouillard très, très lumineux, et ça va durer 380 000 ans. Et puis après, les premières étoiles et les premières galaxies vont se former à partir de 380 000 ans. Alors donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Le Big Bang s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. L'univers devient visible il y a 13,3 milliards d'années. Entre 13 et 11 milliards d'années, première génération d'étoiles et de galaxies. Alors il faut savoir que le premier milliard d'années, on ne commence à le percevoir, ce qui se passe que maintenant. Il fallait avoir un instrument comme le James Webb Space Telescope pour arriver à le percer. Pourquoi? Parce que la lumière de ces galaxies est tellement rougie que les galaxies sont pas observables dans le visible, elles sont observables dans l'infrarouge ou même l'infrarouge lointain. Et donc c'est pour ça que le satellite James Webb a été donc non seulement il est plus gros, il est plus grand que le télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble mesurait 2,5 mètres de diamètre. Le télescope James Webb 6,5 mètres, donc beaucoup plus gros, mais aussi centré sur l'infrarouge, alors que le télescope Hubble était plutôt centré sur le visible. Donc notre matière à nous s'est formée entre même maintenant on pense que c'est plutôt 13 que 11,5. Là j'ai mis 11,5, mais en fait c'est plutôt parce que on a découvert ce serait 12,6. Pourquoi? Parce que on a découvert, donc grâce au télescope James Webb Telescope, des galaxies qui avaient un âge de 400 000 ans après les 380 000 ans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, et non seulement on les a vues, mais il y avait eu le temps de faire des éléments chimiques comme l'azote, etc. Donc, il y a une vraie question qui se pose actuellement. Comment l'univers est parvenu à faire aussi vite des étoiles et des galaxies? Ça, c'est un mystère, c'est le mystère du moment. Et puis, 4,5 milliards d'années, le Soleil, le système solaire, la Terre se forment. Alors, bon, ça c'est joli, mais c'est une illustration de ce que je viens de dire. Puis je vous montre le James Webb Space Telescope qui est en train de véritablement révolutionner notre discours. Donc peut-être que si je reviens dans 1 ou 2 ans, eh bien je raconterai peut-être des choses assez différentes concernant ce premier milliard d'années après les 380 000 ans initiaux. Donc ça je vous l'ai montré, je vous l'ai déjà montré. Alors, donc je vous ai dit très simplement que à gauche, ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est ce que sera le Soleil dans 6 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, le Soleil va se dilater, généralement, sauf le centre qui va se contracter. Et il se dilatera de telle façon que la Terre sera à l'intérieur du Soleil, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Terre, hein, donc là où la Terre reviendra au Soleil. Donc 5 milliards d'années, c'est le maximum qu'on peut espérer pour notre. Alors vous savez, vous connaissez cette petite blague. Donc il y a une dame qui dit je ne sais pas est-ce que c'est 5 millions d'années ou 5 milliards d'années. Alors on dit 5 milliards d'années. Ouf. Ah. Et donc ça c'est à gauche. À droite vous avez une étoile massive qui a explosé. Et donc, en fait, on appelle ça la nébuleuse du Crabe, qui est dans la constellation du Taureau et qui correspond à une étoile qui a explosé il y a 7-8 000 ans depuis maintenant. Donc, mais qu'on voit donc comme si c'était
aujourd'hui, alors que c'est pas du tout le cas. Bon, ça je passe très vite parce que bon, ça a été mon métier d'étudier comment ces différents éléments se transforment les uns dans les autres. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vous avez donc beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Vous avez 3 éléments qui sont extrêmement appauvris. Et puis, vous avez une rechute jusqu'au fer. Le fer, il y a un pic. Et puis ensuite, vous avez une décroissance, mais un peu plus modeste pour les éléments lourds. Alors, ça correspond à des processus nucléosynthétiques différents. Alors, juste pardonnez-moi, j'ai peut-être pas le temps de faire une plaisanterie, mais je la fais quand même. Alors, par exemple, les B, ça c'est donc mon collègue Maurice Beneguzzi, Hubert Reeves et moi qui avons trouvé d'où ça venait. Alors, parce que les Américains ont tout expliqué, tout le reste. Mais ces 3 éléments-là leur résistaient. Et dans les années 70, effectivement, en 1971, on a publié l'article. Alors, d'où ils viennent? Ils viennent pas de la nucléosynthèse stellaire, ils viennent de l'interaction entre les rayons cosmiques. Vous savez, ces particules extrêmement énergétiques qui traversent tout, et il y en a ici, il y en a dans tout l'univers, et puis le milieu interstellaire. Et on démontre que le bombardement des noyaux de carbone, azote, oxygène peut produire un peu des éléments légers, lithium, beryllium. Bon, excusez-moi de cette outrecuidance, hein, parce que le reste, tout est expliqué par nos collègues américains depuis un certain temps. Alors, le Soleil, je vous ai dit, donc une boule centrale extrêmement chaude, d'abord très un diamètre assez important, puis c'est contracté, puis lorsque le Soleil a eu 700 000 km, là ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que lorsque le centre devient suffisamment chaud pour que l'hydrogène se transforme en hélium, à ce moment-là, ça arrête le mouvement de contraction de ce nuage interstellaire. Et puis la périphérie dans laquelle va se former les différentes étoiles, les différentes planètes. Voilà le Soleil, la Terre. Alors, voilà la Terre et la Lune. Alors, la Lune, effectivement, c'est un objet qui est pas très loin, 380 000 kilomètres, c'est vraiment la porte à côté, qui est peu massif, quelques pourcents de la masse de la Lune, c'est quelques pourcents de la masse de la Terre, mais sa présence est très importante pour les biologistes. Pourquoi? Parce que la Terre la Terre n'a pas, la Lune n'a pas la même origine que les satellites de Jupiter ou de Saturne par rapport à Saturne et Jupiter. Les satellites de Jupiter et Saturne, vous aviez beaucoup de matière autour de ces planètes, et puis qui se contractent de temps en temps et qui donnent naissance à des satellites. La Lune a une naissance accidentelle. C'est au tout début de son histoire de la Terre. La Terre a subi un bombardement par une autre planète de la taille de Mars, c'est-à-dire un dixième de masse, qui a arraché un morceau, et ce morceau est devenu la Lune. Donc la Lune est un morceau de terre arraché par un bombardement. Et de fait, mis à part 2 petits cailloux autour de Mars, Phobos et Deimos, il y a pas de satellite autour des étoiles telluriques, sauf la Lune. Il y a donc une origine très particulière. Et pourquoi c'est important pour nous, c'est que la présence de la Lune stabilise le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et donc, s'il y a une certaine, régularité climatique, c'est dû au fait à la présence de la Lune. D'autre part, la Lune génère les marées océaniques, et on pense que les marées océaniques ont joué un rôle dans l'émergence de la vie.
sur Terre. Et puis, vous savez aussi que la Terre n'est... Alors, si la Terre était perpendiculaire au plan de rotation, eh bien, il n'y aurait pas de saison. Pourquoi il y a des saisons? C'est parce que la Terre est inclinée par rapport à son plan, par rapport à sa rotation, à la rotation autour du Soleil. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'année où les nuits sont plus longues et des moments où, au contraire, ils sont plus courtes. Et c'est l'alternance des nuits longues et des nuits courtes qui explique les saisons sur Terre. Alors, j'insiste pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, c'est le hasard. La naissance de la Lune est un phénomène hasardeux. C'est pas, on peut imaginer que il y a d'autres systèmes planétaires et qu'il peut y avoir une planète d'à peu près de la même taille que la Terre, mais qui n'a pas de satellite. Et donc, l'histoire serait, à mon avis, très différente. Donc, si vous voulez, l'histoire de l'univers se conjugue entre des phénomènes qui sont explicables par les interactions de la physique et beaucoup d'autres, simplement, on n'a pas ils sont produits parce que c'est comme ça. Si par exemple, je m'amuse il y a 10 ans, quelle était la probabilité pour qu'on soit dans cette configuration-là et que je sois là à vous parler, vous à m'écouter à certains, eh bien, la probabilité que ça se soit produite était infinie. Gagner au loto, c'était infiniment plus probable que or, c'est ce qui se produit. Donc, la succession des événements, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement peu probables, mais qui se produisent tout de même parce que, justement, c'est hasardeux. Dans toutes les possibilités, il y en a une qui se produit. Et voilà, c'est comme ça. La Lune a une origine hasardeuse. Et c'est pas le seul phénomène. Alors, je sais pas où j'en suis. J'ai 5 minutes encore? 6. 6. Mais pas plus. Donc, là, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi sur la vie. Et donc, tant pis, je suis un peu, comment dire, oui, je suis un petit peu intrépide. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour la vie sur Terre? Vous allez me dire que définissez la vie. Alors ça, je vais pas le faire. Tout de suite. Donc, il faut de l'eau, il faut de la lumière. Alors, il y a une chose qu'on observe, c'est que on respire l'oxygène, hein, mais l'oxygène n'était pas primordial. L'oxygène est apparu à peu près 2,5 milliards d'années après la formation de la Terre. Ensuite, il y a l'eau, comme vous le savez, il y a l'ozone stratosphérique, qui a le bon goût, c'est une sorte de bouclier contre le rayonnement ultraviolet. Et ça, bon, on connaît, on sait que lorsqu'il le trou d'ozone, on s'est aperçu que c'était vraiment une catastrophe. Par exemple, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a eu une recrudescence des cancers de la peau au moment où il y a eu ce trou d'ozone. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est l'une des rares bonnes nouvelles en écologie, mais au moins le protocole le Canada, c'est non, pas Kyoto, non. C'est Montréal, c'est le protocole de Montréal qui a donc proscrit la production des molécules de fluorocarbures qui détruisent l'ozone. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans une vingtaine d'années, la couche d'ozone va être rétablie. Et puis, la Lune, je vous ai indiqué pourquoi elle stabilise les climats terrestres. Alors, ma collègue Marie-Christine Morel insiste beaucoup sur l'importance de cette expérience de Miller-Urey. Alors, maintenant elle est de 1953. Donc, Miller était un étudiant de Harold Urey qui a découvert beaucoup de choses, en particulier le deutérium. Eh bien,
a fait cette expérience relativement simple. Dans une ampoule, il a mélangé de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, du méthane, et du gaz carbonique. Il a fait passer des courants électriques et il s'est aperçu de cette façon-là, on formait ce qu'on appelle des acides aminés. Ces acides aminés, ce sont des molécules organiques qui sont acides sont des chaînes, acides d'un côté et basiques de l'autre. Alors c'est intéressant parce que il y a donc ce qu'on appelle la polymérisation, c'est-à-dire que on peut faire des chaînes d'acides aminés très longues et ça. Alors là par contre on rentre dans le total inconnu. Est-ce que on peut passer facilement ce qu'on appelle les polypeptides, c'est-à-dire de ces chaînes aux acides nucléiques ADN et ARN? Ça, on en sait strictement, enfin, à ma connaissance, on ne sait pas encore. Et donc, mais donc il y a une première hypothèse, c'est que la vie est apparue sur Terre par des processus physiques comme des orages, il y avait la Terre au tout début de son histoire, il y avait énormément d'orages, d'activités, et donc aurait pu produire un certain nombre de molécules dites biologiques, et puis le départ. Alors deuxième constatation, c'est que donc la Terre a 4,5 milliards d'années d'existence. Pendant 4 milliards d'années, il n'y a eu sur Terre au mieux que des bactéries, des êtres monocellulaires. Les premiers arbres, fleurs, animaux, méduses ou insectes que vous voulez, les plus anciens datent de 500 000 ans. Donc nous sommes des choses très récentes. Hein. D'ailleurs, je vais vous le montrer assez vite. Comment 500 millions d'années. Pardon, excusez-moi. 500 millions d'années. Alors, il y a une différence entre la matière inorganique et la matière animale ou végétale, c'est la composition chimique. C'est-à-dire que les êtres vivants sont constitués en gros de au moins 20% de carbone. Alors que, par exemple, dans le monde inerte, le silicium va représenter 28%, alors que moins de 1% pour le vivant. Donc c'est véritablement, il y a donc des processus chimiques qui font cette différence. Et puis alors évidemment, la chose fabuleuse, parce que véritablement c'est fabuleux, hein, de savoir que tout le vivant possède soit ARN, soit ADN, mais c'est presque pareil. C'est des molécules ce qu'on appelle à double hélice. On le sait pas depuis très longtemps, hein, depuis les années 50. Donc ce qu'on appelle des brins riches en phosphore. Et puis vous avez des barreaux. Il y a 4 bases, adénine, cytosine, guanine et j'en oublie, tyrosine, voilà. Et donc, en fait, toute l'hérédité, ça tient dans l'arrangement des bases, comme les barreaux qui lient les deux brins de molécules d'ADN entre elles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, entre une mouche et nous, on a 90% ce qu'on appelle les chromosomes, sont à peu près identiques. Et la différence va être sur une dizaine de pourcents. Avec les singes, ça tombe de l'ordre du millième. C'est-à-dire que, à la fois, ça porte l'hérédité, mais il y en a que très peu de
de ces brins qui effectivement font la différence entre les uns et les autres. Alors vous avez deux types de cellules, les cellules végétales. Alors les cellules végétales ont la particularité, parce qu'elles ont par exemple la chlorophylle, elles sont ce qu'on appelle, les végétaux sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent grâce à la lumière du soleil. La lumière du, ils ont des feuilles, et les feuilles sont des espèces de, comment dire, oui, des réceptacles d'énergie solaire, hein, et qui leur permet de passer du gaz carbonique et de l'eau vers les sucres, et donc ils s'alimentent de cette façon-là. Alors que nous, pauvres animaux, nous sommes des animaux, et donc nos molécules ne possèdent pas de chlorophylle, et donc nous sommes ce qu'on appelle hétérotrophes, c'est-à-dire que nous sommes obligés de manger soit des végétaux, soit des animaux. Alors, la chronologie, très rapidement. Alors, il faut voir que je vous ai indiqué que le premier milliard d'années de l'univers était inconnu. Eh bien, il en est de même pour la Terre. Les premiers 500 millions d'années sont inconnus. Et pourquoi ils sont inconnus? C'est-à-dire que après, lorsque les conditions le permettront, on va trouver des fossiles. On trouve les fossiles des dinosaures de l'ère secondaire. On va trouver des fossiles d'animaux, les ammonites, etc. Lorsque la Terre avait 500 millions d'années, eh bien, l'érosion, la température, tout ce que vous voulez, il y a plus de fossiles. Et donc, on est obligé de spéculer. Et donc, effectivement, et donc de se tromper. Donc, il y a 500 millions d'années où c'est terra incognita, enfin, c'est inconnu. Les premières roches datent à peu près de 4, milliards d'années. Les roches sédimentaires arriveront après les roches éruptives. Les premières bactéries, on les dates de 3,5 milliards d'années, avec les cyanobactéries, et donc à 2,5 milliards d'années, il y a eu le passage de la vie anaérobie à aérobie. Et c'était une catastrophe parce que les bactéries étaient à ce moment-là adaptées se passaient très bien du manque d'oxygène. Et lorsque l'oxygène est arrivé, l'oxygène était comme un poison. Donc il y a eu une transformation, c'est-à-dire des espèces ont disparu au profit d'autres qui étaient capables de supporter l'oxygénisation de l'atmosphère. Ensuite, donc les premiers eucaryotes, 1,4 milliard d'années, puis les premières faunes, et je vous ai dit entre 600 millions et 500 millions d'années. Le règne des dinosaures, 230 millions d'années à 66 millions d'années. On sait maintenant pourquoi les dinosaures ont disparu, parce qu'il y a eu un énorme astéroïde qui est tombé dans le Yucatan et donc qui a créé ce qu'on appelle un hiver nucléaire, lié au fait aussi que c'était le moment où l'Inde est devenue se coller au continent eurasien et a généré énormément de volcanisme, dont il reste des volcans, mais par exemple le volcan de l'île de la Réunion et le reste de cette chaîne de volcans qui s'est produite à peu près à cette époque-là. Les premiers hominidés datent de à peu près 10 millions d'années, et on date Homo sapiens d'à peu près 300 000 ans. Donc, en fait, nous sommes une espèce extrêmement récente dans le concert des espèces. Alors, ayant dit tout ça, il y a énormément de questions qui subsistent. Je vous ai dit, le premier milliard d'années reste on commence, mais en fait, les connaissances qu'on a des toutes premières galaxies posent au moins autant de problèmes que si on les connaissait pas. Donc, on y va lentement. Alors là, une question qui se pose, c'est est-ce que ces grains de vie, eh bien, ils sont apparus uniquement sur Terre ou au contraire, ils sont apparus ailleurs?
par exemple sur Mars ou sur les satellites de Jupiter, ça, on ne le sait pas. Donc, s'ils existent partout, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la panspermie, c'est-à-dire que des petites, enfin, les acides nucléiques sont partout, et puis ils se développent là où les températures, les densités sont favorables. Et ça, on ne sait pas pour le moment. On a, enfin, on a peut-être des avis là-dessus, mais c'est une question ouverte. Donc, d'abord, là, si on parle de qu'est-ce que la vie, ça, ce sera, je me hasarderai pas trop. Alors, il y a on s'aperçoit que on est, disons, les êtres vivants ont tendance à être capables de se reproduire. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'un virus, par exemple, que le virus du Covid, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant? Ça, c'est une question qui est pas, enfin, bon, je ne connais pas encore la solution. Peut-être que vous la connaissez. Voilà, donc je termine en vous disant que si ça vous intéresse, si ça vous amuse de regarder, donc il y a quelques exemplaires de ce livre que j'ai écrit avec une vraie biologiste. Moi, je ne suis qu'un étudiant en biologie qui s'appelle Madame Marie-Christine Morel, qui est professeure à Sorbonne Université et au Muséum d'Histoire naturelle. Voilà, Madame, Messieurs, Dames.